Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord m'associer à vos paroles, Monsieur le ministre, envers les fonctionnaires de police, les gendarmes, les magistrats, les militaires, tous ceux qui œuvrent au quotidien à nous protéger et à prévenir les actes terroristes qui sont commis sur notre sol. Ça me semble extrêmement important de le rappeler. J'ai également une pensée pour toutes les victimes des actes terroristes sur notre sol et également leurs proches. Et je tiens à dire ici que même si nous avons su les aider dans la période proche des attentats, il convient d'assurer un suivi jusqu'au bout de toutes ces personnes et d'y veiller particulièrement. Et nous y veillerons particulièrement. Je suis devant vous pour une motion de rejet préalable à la proposition de loi prorogeant l'état d'urgence. C'est pourquoi, je vous le dis d'emblée, au nom du groupe de la France Insoumise, nous sommes la seule opposition conséquente et responsable au sein de cette Assemblée, non seulement à la majorité, mais surtout au Président de la République. S'il en fallait une preuve, en voici. Il y a eu une proposition de vote en urgence sur l'état d'urgence. C'est quand même un comble. L'état d'urgence actuel s'arrête au 15 juillet. Pourquoi autant de précipitation? Nous avions demandé en commission des lois, et plus précisément mes collègues du groupe Les Républicains, à vous auditionner, Monsieur le ministre, afin d'avoir tous les éléments pour nous prononcer de manière sérieuse, responsable, grave sur cette thématique. Visiblement, cela n'a pas été possible. Et c'est seulement maintenant que nous vous entendons, sans pouvoir vous poser de questions et avoir un débat sérieux avec vous. Nous aurions pu examiner ce texte la semaine prochaine. Nous étions encore avant la date fatidique du 15 juillet. Mais visiblement, il en va autrement. Vous avez dit que l'état d'urgence, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot symbolique, qu'il fallait symboliquement le prolonger, avant de nous expliquer qu'au fond, c'était l'opérationnel qui était important. Et oui, c'est l'opérationnel qui est important. Il n'est pas question de symbolique dans cette histoire. S'il y a une symbolique, c'est bien celle de faire respecter l'état de droit dans lequel nous sommes et que nous défendons, et qui est la cible, justement, des actes terroristes. Alors, j'ai bien vu votre syllogisme habituel qu'on entend ici et là. S'il n'y a pas d'attentat, c'est grâce à l'état d'urgence, donc il faut le continuer. Et s'il y a un attentat, alors il faut renforcer l'état d'urgence pour pas qu'il y en ait d'autres. Autrement dit, il faut l'état d'urgence permanent. Ce qui vous met dans une certaine difficulté de défendre, Monsieur le ministre, à la tribune, à la fois la nécessité de l'état d'urgence et à la fois la nécessité de la sortie de l'état d'urgence, avec des arguments tout à fait contradictoires. Et vos arguments pourront se retourner contre vous-même quand nous arriverons à la date du 1er novembre avec la prorogation de cet état d'urgence. Je veux invoquer ici devant vous la question de la responsabilité que nous devons avoir dans cette situation. Car il est irresponsable de faire croire que c'est en reconduisant l'état d'urgence ad vitam aeternam qu'on prévient les actes terroristes. Vous l'avez pourtant fait tout à l'heure. Personne ne peut dire qu'avec l'état d'urgence, il n'y aura aucun acte terroriste. Tout comme personne ne peut dire que sans l'état d'urgence, il y aura des tonnes d'actes terroristes. Et je vous mets au défi de démontrer le contraire. Il faut être sérieux sur ces questions-là. Ne faites pas passer les uns et les autres en fonction de leur position pour des partenaires supposés des terroristes. Parce qu'en réalité, il faut poser une question qui n'est jamais posée, qui n'est pas posée, celle des moyens opérationnels mis en œuvre pour faire face aux attaques et aux actes terroristes. Ni ce texte n'en parle, et encore moins celui qui est en projet dont vous évoquiez tout à l'heure l'existence. Alors, vous pourriez me dire, qui suis-je au fond pour vous parler de l'état d'urgence? Déjà, je suis un député de la Nation,
tout comme vous. Mais je suis aussi également membre de la commission des lois, à laquelle nous ne vous avons pas vu, je le rappelle. Mais je ne viens pas de nulle part. Je suis un cadre supérieur du ministère de l'Intérieur. J'ai été co-rédacteur de ce livret thématique sur la sécurité de notre programme L'avenir en commun, que je vous invite à lire, il est plein de bonnes propositions. Il a été rédigé avec des personnels actifs de la police nationale, avec de tout grade, des commissaires, des commandants, des gardiens de la paix, des chercheurs aussi et des spécialistes du renseignement. Parce que je vais revenir à cette question du fond, à savoir la question des moyens pour avoir une justice et un état de droit commun efficace contre les actes terroristes. Et je le dis, avec nos propositions, je le dis aux officiers de police judiciaire, aux magistrats spécialisés et au personnel du renseignement, nous vous garantirons tous les moyens dont vous auriez besoin pour faire face aux actes terroristes, tout en garantissant les libertés individuelles de tout à chacun. Puisque la question est de savoir, au fond, est-ce que sans l'état d'urgence, nous aurions pu aussi prévenir les actes terroristes? N'y a-t-il pas des services, des magistrats spécialisés, des juges antiterroristes, qui sont capables d'ouvrir des procédures, d'ouvrir des enquêtes, de faire des perquisitions administratives, de faire des assignations en résidence? Est-ce que ça n'existe pas? Je vois bien qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et que c'est bien pour ça qu'on essaye de faire des raccourcis administratifs pour gagner du temps face au manque de moyens. Car nous avons quelques points faibles qui sont évoqués régulièrement par les spécialistes. Il s'agit de capter les signaux faibles. C'est pourquoi il est peut-être urgent de mettre sur la table, pour le coup, la question de la police de proximité, pour avoir un renseignement humain de premier niveau. De revenir aussi sur cette réforme qui a vu la fusion des renseignements généraux et de la DST. Nous n'en parlons pas, et encore moins dans le projet que vous allez proposer pour la rentrée. Parce que, face à cette lubie du tout technologique, je vous le dis, au final, quand on écoute tout, on n'entend rien. Et quand je dis on n'entend rien, je ne pense pas au hall de gare. S'il y a bien une urgence, Monsieur le Ministre, et je vous le dis solennellement, c'est que si nous voulons augmenter nos moyens, recruter des effectifs de police, il est urgent de rouvrir des écoles de police. Il n'y a plus que 10 écoles de police en France. Il y en avait 25 par le passé. Comment vous voulez recruter des gens sans rouvrir des écoles de police? Sinon, en continuant ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire raccourcir la durée de formation. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Des policiers formés à la va-vite, alors qu'ils portent l'uniforme, une arme et qu'ils ont des responsabilités? Non. Et même tout au contraire, nous proposions dans notre livret thématique d'allonger la durée de la scolarité des policiers pour qu'ils soient mieux armés, justement face à toutes les situations qu'ils ont à connaître dans leur vie professionnelle. Et il y a enfin un troisième problème, celui de la perte de preuves. C'est une chose qui est assez méconnue. Mais quand nous sommes dans des démarches administratives, de renseignement, vous savez, ce dont on ne sait pas, les micros qui sont posés dans telle voiture, dans tel bureau, par nécessité, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire qui a été ouverte, aucun magistrat qui supervise. Et donc, tout ce qui est entendu, tout ce qui est su, ne peut pas être utilisé contre les personnes qui ont prononcé ces paroles. C'est seulement avec la transmission de ces éléments à un magistrat qu'ensuite une enquête peut être ouverte. Une fois que cette enquête est ouverte, le magistrat demande à ce qu'un micro soit posé dans le cadre d'une procédure, qui lui, cette fois-ci, tout ce qu'il entendra, ce micro, pourra être utilisé dans la procédure. Alors on me raconte que parfois, il s'agirait du même micro, alors qu'en réalité, la procédure voudrait que les services de renseignement qui ont posé le premier micro aillent le retirer et qu'il y en a un autre qui soit posé dans le cadre de la procédure judiciaire. Bon, j'imagine mal nos services procéder de la sorte. On fait des procès-verbaux pour régler tout ça en bonne intelligence. Mais enfin, ce n'est pas sérieux. Pourquoi le juge judiciaire n'encadre pas dès le départ la procédure? Ce qui nous garantirait
une lutte contre les actes terroristes efficace, contre ces actes, et en même temps de garantir nos libertés individuelles. C'est très important ce point, chers collègues. Ce n'est pas un à côté. Je vous prie d'écouter ce que racontent les juges antiterroristes, ce que racontent les magistrats, le syndicat de la magistrature. Il y a aussi un autre volet de l'état d'urgence. Je veux parler ici de l'aide à d'autres victimes qui sont les victimes des dommages collatéraux de l'état d'urgence. Car, comme vous le savez, quand on fracture des portes, on ne trouve pas derrière chaque porte un terroriste. Déjà, parfois, on se trompe de porte. Ça peut arriver. Bon, alors est-ce qu'on est prêt à voter des sortes qui font que on se trompe de porte, ça peut arriver. Monsieur Ciotti, je vous entends en parler. Demain, on fracasse votre porte. Quelle est votre réaction? Vous demandez. Et on est en guerre pas contre les nôtres, j'espère. Si on est en guerre contre les actes terroristes, c'est ça qu'il faut cibler. Donc, il y a aujourd'hui des procédures d'indemnisation, en tout cas, j'ose l'espérer, qui sont parfois un peu longues, sans compter le préjudice. Imaginez qu'on ait fracassé votre porte par erreur, tout le quartier vous prend pour un terroriste putatif. Bonjour l'ambiance, la plupart des gens concernés finissent par déménager. C'est sérieux, on parle de nos concitoyens. Et sans compter l'usage de l'état d'urgence qui a été fait pour d'autres choses que l'antiterrorisme. À la fois dans le cadre d'affaires policières, où on en a profité pour accélérer quelques procédures, pour démanteler quelques trafics de stupéfiants. Pourquoi pas, mais nous sommes encore dans un état de droit, et ce n'est pas l'objet de l'état d'urgence, ou alors j'ai mal lu. Et je veux parler aussi du rapport d'Amnesty International qui pointait 155 interdictions de manifestations revendicatives et 639 interdictions individuelles de manifester sous diverses formes, dont 21 sur la question de la COP 21. Je ne vois pas le rapport avec les terroristes, ou alors il faudra me l'expliquer, et 574 en rapport avec la loi travail. Vous savez, les manifestations qu'il y a eu la dernière fois. Alors je le dis, nous vous prévenons, Monsieur le Ministre, nous serons extrêmement vigilants puisqu'il y aura des mobilisations à la rentrée sur la question des ordonnances sur le Code du travail. Et j'espère que l'état d'urgence ne sera pas utilisé contre les nôtres. J'ai une pensée ici pour les militants qui ont été assignés à résidence tels que Joël Dumanjou, membre de l'équipe juridique de la Coalition Climat, qui regroupe 130 ONG qui défendent le climat, ou Hugo Melchior à Rennes, qui a été lui aussi assigné pendant la lutte contre la loi travail. Des tas d'associations ont interpellé le gouvernement sur ce sujet. La Ligue des droits de l'homme, par exemple. J'ose espérer que la Ligue des droits de l'homme est une association respectable à vos yeux, mes chers collègues. Peut-être pas à droite, effectivement. Mais au moins à tous les collègues d'En Marche, qui, je pense, sont de bonne volonté dans cet hémicycle. Mais je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement. Il y a aussi les spécialistes, comme l'Union syndicale des magistrats, qui s'offusquent de cette prorogation de l'état d'urgence et du texte à venir. Il faudra les entendre. Et j'espère cette fois-ci, Monsieur le Ministre, que vous nous ferez le plaisir de nous voir dès le début des travaux, mais j'ai cru comprendre que ce serait le cas dès la semaine prochaine. Nous pourrons donc poursuivre la discussion. Enfin. Alors, on parlait tout à l'heure, vous le disiez, qu'il est important et que c'était la volonté, c'est la volonté du Président de la République de circonscrire les mesures de l'état d'urgence uniquement pour les actes terroristes, justement pour ne pas retomber dans ce genre de travers dont je viens de vous décrire. Alors, est-ce qu'on attend la prochaine loi au mois de septembre, fin septembre, ou est-ce qu'on prend des mesures dès à présent dans le cadre de cette prorogation pour circonscrire l'état d'urgence uniquement aux actes terroristes? Moi, je veux qu'on puisse faire respecter la volonté du Président de la République sur ce point dès à présent. Il est sage, effectivement. Parce que la seule garantie,
C'est l'enquête judiciaire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui préserve de l'arbitraire des décisions administratives. Mais alors, on s'est renseigné, on a essayé de faire des amendements pour proroger l'état d'urgence, pour circonscrire en disant, par exemple, que les assignations à résidence ou les perquisitions administratives ne devaient être utilisées que contre les actes terroristes, à l'exception des militants politiques, des syndicalistes, des écologistes, etc. Mais ce n'est pas possible, chers collègues. Ce n'est pas possible, car ce ne sont pas des catégories juridiques suffisamment fiables pour qu'on puisse le mettre dans un texte, puisque après, on va discuter de la définition de ce qu'est un militant politique, on va y passer des heures. Donc, je reviens à mon point de départ, la seule garantie que nous pouvons avoir, c'est d'avoir un juge indépendant qui mène une enquête. Alors on nous dit aussi que si l'état d'urgence s'arrête, tout va s'arrêter et que les services seront désarmés, ne pourront plus faire face aux actes terroristes. Alors, je ne comprends pas bien. Avant l'état d'urgence, nous avions des moyens de lutte antiterroriste. Après l'état d'urgence, nous aurons des moyens de lutte antiterroriste. Il y a une continuité du service public. Et il faut faire confiance aux professionnels, à tous ces fonctionnaires qui œuvrent matin, midi et soir, comme vous le disiez tout à l'heure. Car eux, ils lutteront toujours contre les actes terroristes, quel que soit le cadre juridique. Et si vous leur en donnez les moyens, monsieur le ministre, et je le dis aussi à l'intention du ministre de la Justice, nous pourrons le faire efficacement. Il faut aussi sortir de cette réaction permanente à chaque événement, prendre de la hauteur, réfléchir, analyser. Quand je vois que le seul document qu'on a en commission des lois pour savoir si on est plutôt favorable à la prorogation de l'état d'urgence, c'est quelques pages avec des statistiques, je m'attendais à mieux que des statistiques. Il faut permettre aux universitaires de s'emparer du sujet en toute indépendance pour éclairer l'action publique. Et qu'enfin, on ait un regard extérieur qui nous éclaire sur ces questions-là. À cet instant de mon intervention, pour lever quelques doutes, je le dis solennellement en tant que député de la Nation, nous ne sommes ni des bisounours, ni des laxistes. Nous sommes d'accord pour châtier comme il se doit les assassins qui s'attaquent à la République et à nos valeurs, en toutes circonstances. Mais nous sommes également contre la prorogation de l'état d'urgence ad vitam aeternam, continuellement, sans efficacité qu'on nous propose aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant du contrôle parlementaire, parce qu'il y a un contrôle qui a été mis en place en même temps que l'état d'urgence, enfin, un peu après l'état d'urgence, avec des pouvoirs qui sont similaires à ceux d'une commission d'enquête parlementaire. Alors, le rapporteur de ce contrôle parlementaire sera assuré par En Marche, et c'est l'opposition qui assurera le rôle de co-rapporteur. Alors, quand je vous dis l'opposition, évidemment, vous pensiez à moi, j'imagine, puisqu'on est les seuls à voter contre l'état d'urgence et à s'exprimer à cette tribune à ce sujet, mais visiblement, ce sont les Républicains qui auront ce rôle, alors qu'eux vont voter pour la prorogation de l'état d'urgence. Est-ce qu'on pourrait penser à associer tous les groupes parlementaires à ce contrôle parlementaire? Parce qu'on ne peut pas parler à tour de médias de questions d'unité nationale sur le sujet du terrorisme et après nous exclure du cœur de ce qui est la lutte antiterroriste et de ce contrôle parlementaire. Nous voulons participer à cela. Nous voulons participer, savoir et aider à la défense de la nation. Un petit point aussi sur la politique extérieure. Vous le savez, Daesh mène contre nous une lutte politico-militaire. Il faut rappeler que tous les pays sont touchés par des actes terroristes. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Belges, les Allemands, les Anglais et tant d'autres en Europe. Mais il faut aussi dire que ce sont d'abord les pays du Moyen-Orient qui sont particulièrement touchés, avec une majorité de musulmans parmi les victimes. Il ne faut pas l'oublier. Et il faut s'attaquer aux sources du terrorisme. Par exemple, la question de la contrebande du pétrole. Il faut que la France se positionne là-dessus. Et puis,
je vous le rappelle, il y a toujours le dossier Lafarge. Où en est-on? Quand est-ce qu'on va leur demander de rendre des comptes? Ces gens-là ont collaboré avec l'ennemi. Et on les laisserait continuer à vaquer à leurs occupations, à faire du business sur le dos de nos morts? Je vous demande d'intervenir sur ce sujet, Monsieur le ministre. Et il y a la question de la prise en charge de la radicalisation. Nous sommes assez timides sur le sujet. Je sais qu'il y a des expérimentations. Il faut aller plus loin. On ne peut pas juste simplement dire qu'à une famille qui détecte que son enfant est en train de mal tourner, d'être sur les réseaux, de regarder des vidéos de terroristes, juste de leur dire bah, « écoutez, signalez-le à la police ». Je ne pense pas que ce soit la seule réponse adaptée à ce genre de situation. Est-ce que vous le feriez si vous étiez dans cette situation? Si c'est l'un de vos enfants? Et est-ce que vous trouveriez plus intelligent d'essayer de ramener ces jeunes gens à la raison? Je vous laisse à la réflexion sur ce sujet, car ce point n'est pas abordé dans la question de la prolongation de l'état d'urgence et de son inscription dans le droit commun. Et je veux aussi ici alerter sur le lien abject qui est parfois fait entre quartier populaire, islam et terrorisme. Ce lien n'existe pas. Les terroristes que nous avons eu à connaître ont été d'origine assez différente. Il y avait même un doctorant. Alors quoi? On ne va pas tomber dans les clichés, j'espère. Donc il faut veiller à cela, Monsieur le ministre. Alors oui, quand on tape tous azimuts, la question au fond, c'est est-on prêt à assumer les dommages collatéraux? Est-on prêt à assumer que certains de nos compatriotes se fassent fracturer leurs portes alors qu'ils n'y sont pour rien, qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ne feront rien contre la France? Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix? Est-ce un mal nécessaire que de remettre en cause notre état de droit? Et je veux revenir, avant de me diriger vers ma conclusion, mais il me reste encore un peu de temps, et je veux vous parler de la notion justement du temps. Je vois que l'état d'urgence tel qu'il est conçu aujourd'hui et son projet d'inscription dans le droit commun sert à faire gagner du temps pour contourner la voie juridique normale qui essaie d'avoir un magistrat. Il faut poser ces questions-là dans le projet de loi, pas chercher à faire des contournements à chaque fois. Ça veut dire qu'on ne souhaite même pas regarder en face la question du manque de moyens matériels et humains de nos services. C'est pourquoi nous avons proposé un amendement en ce sens, mais tout a été rejeté par la Commission. Vous verrez, chers collègues, il y a un amendement qui propose que dès qu'on met en place l'état d'urgence, il sera défendu tout à l'heure, nous mettions en place une commission chargée d'évaluer immédiatement les moyens humains et matériels pour sortir de cet état d'urgence, pour que ça reste un état d'exception. Je ne comprends pas pourquoi cet amendement est rejeté comme ça d'un revers de la main. On essaye d'être constructif, même si nous sommes opposés à la prorogation. Mais je vois que certains dans la majorité ne sont pas de cet avis et ne veulent pas être constructifs. Je le regrette. Quelques citations. Marc Trévidic, que vous connaissez sans doute, ex-juge antiterroriste. D'ailleurs, il est maintenant à Lille, comme moi, qui suis élu de la 2e circonscription du Nord. Il dit « L'état d'urgence, c'est débile. Les flopées de perquisitions administratives qui ne servent à rien, c'est très lourd, très dérogatoire à notre système pour une efficacité très limitée. » C'est le 29 mars 2016. Georges Fenech, député LR, président de la commission d'enquête sur les attentats de Paris, qui dit « Il faut avoir le courage politique de sortir d'un état d'urgence ». C'était le 7 décembre 2016. Mais il y en avait déjà à l'époque,
Jean-Jacques Urvoas, ex-ministre de la Justice, qui dit « Nous avons créé les conditions qui rendent possible une sortie de l'état d'urgence le 15 mars 2017 ». Ces conditions ne seraient-elles plus réunies? La majorité précédente aurait-elle mal fait son travail? Je vois sur les bancs quelques anciens ministres, voire premiers ministres, je ne sais pas comment ils prennent cette situation. Bon, nous verrons peut-être tout à l'heure dans le débat. Le New York Times, qui n'est pas un journal bolchevique, émet d'énormes réserves sur le projet de loi antiterroriste qui sera examiné à la rentrée. C'est des alertes dont vous devez tenir compte, chers collègues. Les régimes d'exception n'ont jamais réussi à la France, pas plus en 1793 qu'aujourd'hui. Et je vais terminer par une autre citation, et je vous prie d'écouter attentivement. Abandonner nos libertés, c'est apporter à nos adversaires une confirmation que nous devons leur refuser. De tout temps, les adversaires de la démocratie ont prétendu qu'elle était faible et que si elle voulait combattre, il lui faudrait bien abandonner ses grands principes. C'est exactement le contraire qui est vrai. Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner, en revanche, à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes, sans aucune discrimination, n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je vous laisse libre de retrouver l'auteur de ce plaidoyer contre la prorogation de l'état d'urgence que je porte aujourd'hui au nom de la France insoumise. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis.